C'est une entente qualifiée d'historique et de stratégique. Les Inuits de Pessamit sur la Côte-Nord et le gouvernement du Québec signent aujourd'hui, en principe, un accord pour essayer de réparer un peu le passé. Une réconciliation qui prévoit le paiement d'une somme de 45 millions à la communauté. Il est aussi question de partenariat pour la construction et l'exploitation d'éoliennes sur l'immense territoire. En échange, une poursuite de 500 millions est suspendue. Les Inuits poursuivaient Hydro et le gouvernement pour non-respect de leurs droits ancestraux. L'accord ouvre donc la porte à Hydro-Québec pour améliorer la productivité de ces installations, comme les turbines de ces barrages. Et des barrages sur ce territoire, il y en a beaucoup. 13 centrales hydroélectriques, 16 barrages. C'est 20 du développement hydraulique au Québec qui a été réalisé dans cette région. Leurs débats produisent parfois de l'électricité. Leurs turbines fonctionnent à plein régime. Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Broussard, c'est Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Salut, bonjour tout le monde. OK, écoutons un extrait d'entrevue que Yann Lafrenière, le ministre responsable des Affaires autochtones, a donné à ma collègue Véronique Prince. À la base, on n'était même pas capable même de mettre un poste de transfert d'Hydro-Québec. C'était impossible. Il y avait tellement des mauvaises relations que ça ne passait pas. Fait que c'est sûr que c'était pas une négociation qui était facile. L'approche n'était pas simple. Le ressentiment envers le développement qu'il y a eu sa communauté était fort. Stratégiquement, on savait qu'on avait besoin. On a une petite crise dans le sens qu'on a des causes devant les tribunaux avec Pessamit qui causent des problèmes à Hydro-Québec, entre autres. Et on a une chef, des élus qui ont décidé, pour le bien de leur communauté, de vouloir négocier. Fait que, honnêtement, ça nous a surpris. Ça nous a surpris, c'est quand même intéressant. OK, Jean-François, c'est quoi l'importance, selon vous, de cette entente? Bien, il y a eu au cours... on est entré avec le traité sur la baie James dans une nouvelle ère de relations avec les communautés autochtones. Et là, traité après traité, entente après entente, on est en train de renormaliser, accepter les problèmes du passé, prévoir pour l'avenir. Et donc, à chaque fois qu'il y a un autre morceau qui tombe, c'est extraordinairement important pour le Québec et pour la qualité des relations entre les nations qui partagent ce territoire, c'est-à-dire la nation québécoise et les 11 nations autochtones et Inuits. Alors, ça, c'est un problème à Pessamit depuis des années, parce que, bon, on m'en avait parlé, mes collègues, un ami constitutionnaliste, André Binette, disait, bien, avec la manique puis tout ça, c'est des centaines de millions de dollars qu'on leur doit, parce qu'on a tout fait ça sans leur consentement. Mm-hmm. Alors, ce qui aide peut-être à avoir une entente, c'est qu'ils ne sont pas 15 000, ils sont 2 500, les membres de cette communauté-là, et des sommes qui peuvent sembler dérisoires par rapport à ce qu'ils demandaient sont quand même importantes compte tenu de l'ampleur de la communauté. Et ce qui est très intéressant, puis vous l'avez souligné, Sébastien, c'est que l'initiative semble être venue d'eux de commencer cette négociation en disant, bon, ben, parce que les avocats, ça coûte cher, puis combien de temps ça va aller jusqu'en Cour suprême, puis avant qu'on ait l'argent, etc. C'est probablement une décision pragmatique de la communauté de suspendre. Ils n'ont pas arrêté, ils ont suspendu pendant les négociations. Là, on va entendre la proposition plus formelle, parce que pour l'instant, on a des bribes, on n'a pas la totalité de l'entente. Et il y aura évidemment l'étape toujours délicate de la ratification par les membres de la communauté. Oui, puis il y a des membres de la communauté qui ont bloqué l'accès au village aujourd'hui, notamment. On verra quel effet ça a sur la cérémonie de signature qui est supposée avoir lieu dans 1 heure. Entre-temps, écoutons la chef Vachon parler de cette entente. On ne peut pas revenir dans le passé, mais nous, on traîne avec le passé encore aujourd'hui. Toute la dévastation qui a été faite, les territoires de chasse qui ont été ennoyés. C'est ça que j'essaie d'avancer, mais le passé, je l'oublierai jamais. Parce que moi, je vais avoir 65 ans, là. J'ai manqué 5 ans d'histoire. 65 ans, c'est quand même beaucoup, là. Mes parents, mes grands-parents me l'ont compté, ils l'ont vécu. Si vous le faites, c'est parce que vous pensez que ça va être bon pour votre communauté. J'espère. Elle espère que ça va être bon pour la communauté. Est-ce qu'il n'y a pas un message, Michel, derrière cette entente, plus large, de dire, regardez, nous, à Hydro-Québec, au gouvernement du Québec, on est prêt à s'entendre avec vous. En fait, on a besoin de nous entendre avec vous parce qu'on veut faire du développement hydroélectrique. Ouais. Bien oui, c'est sûr.
C'est sûr. Puis toute entente de cette nature est en soi une bonne nouvelle, un peu comme le soulignait Jean-François. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit un retour relativement juste et équitable pour ces communautés. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des communautés qui ont des besoins essentiels importants. Et ce que j'ai cru comprendre dans l'entente, c'est que dans le 45 millions là, que le gouvernement offrirait, bien, une part de ce montant-là servirait, par exemple, à la construction de logements. Bien, ça, c'est essentiel. Et c'est là où il faut que ces gens-là, même s'ils n'oublient pas le passé, comme vient de nous dire Mme Vachon, sentent qu'il y a un respect, une dignité dans leur capacité de répondre à leurs besoins essentiels. Moi, j'aime beaucoup le mot partenariat avec ces communautés-là. Pourquoi j'aime ce mot-là? Parce que ça veut dire qu'on inclut la communauté possiblement dans le développement hydroélectrique. Bien, ça, c'est l'exemple des CRI. C'est l'exemple des CRI oui, mais est-ce que ça pourra... ça. Oui, mais est-ce que ça pourra pas s'appliquer avec certains d'entre eux? Peut-être pas la majorité d'entre eux, mais idéalement aussi, c'est qu'il y ait une part des redevances de tout ça. Alors, c'est les détails qu'on n'a pas maintenant dans l'entente. Moi, j'ai compris ça comme étant, vous l'avez souligné, Sébastien, une étape importante, mais qui va permettre à Hydro-Québec de commencer ses études ou de commencer à mieux planifier, puis surtout à moderniser les barrages qui sont déjà là. Ça, c'est aussi très important. Et sans que ça soit difficile de pénétrer sur le territoire. Alors, ça m'a pas l'air d'être réglé. J'étais un peu surprise d'entendre que là, déjà, on bloque l'accès au premier ministre aujourd'hui. Est-ce que c'est une minorité? Est-ce que ça exprime vraiment le sentiment? Oui, mais peut-être, Sébastien, mais souvent, ces minorités-là, ils ont un certain poids, puis ils ont un impact. Et si jamais le premier ministre ne pouvait pas entrer aujourd'hui, bien, veut pas, l'annonce vient de faire plouf, tu sais, c'est ça. Alors, je veux pas être prophète de malheur. Tout ce que je dis, c'est que c'est un pas dans la bonne direction, c'est un pas essentiel. Et aussi, soulignons, et ça a commencé avec Sophie Brochu, soulignons l'effort d'Hydro-Québec de se rapprocher des communautés et de créer et maintenir un dialogue qui soit positif et constructif. Et M. Sebia semble avoir cette même volonté de réussir la relation avec les communautés. Dimitri, vous êtes le premier ministre de Terre-Neuve. M. Fury, vous négociez en ce moment avec Hydro-Québec pour le renouvellement du contrat de Churchill Falls. Puis c'est important, là, parce que c'est une bonne partie de l'électricité qui rentre au Québec. Est-ce que vous vous dites, ouais, ben là, le gouvernement du Québec est en train de se donner un plus grand rapport de force parce que le message qu'il reçoit, c'est peut-être qu'on n'a pas à ce point besoin de Churchill Falls. Est-ce que vous l'interprétez comme ça? Bingo, Sébastien. C'est exactement ce que le gouvernement du Québec est en train de faire. Il est en train de placer ses billes tant au Québec que, bien sûr, Terre-Neuve-Labrador. Il ne faut pas oublier, il y a moins d'une semaine, François Legault, le premier ministre Legault, est allé voir un match de hockey des Canadiens. Il a payé pour son propre billet en passant, avec le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador. Donc, voilà une bonne journée pour le gouvernement caquiste. C'est quand même très historique. Et je vous encourage fortement d'aller regarder le reportage de Véronique Prince. Parce que ma conclusion principale est la suivante. Yann Lafrenière est en train de livrer sur l'agenda de François Legault sur les priorités énergétiques. Et Yann Lafrenière a réussi là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Caquistes, péquistes et libéraux. Ce n'est pas une question de renormaliser les relations avec la nation Innu de Pessamit. C'est la première fois que les relations commencent à être normales. Aucun ministre du gouvernement du Québec n'aurait pu mettre le pied sur le territoire de la nation. Il ne pouvait même pas aller dire bonjour. Et là, ce que j'ai vu dans le reportage de Véronique Prince, c'est que Yann Lafrenière, il n'a pas juste envoyé une gang de négociateurs. Il est allé sur le terrain. Il a créé des relations humaines, des relations personnelles, au point où un ministre québécois s'assoit pour partager un repas avec la nation Innu Pessamit. Il est allé visiter le territoire avec ses enfants. Donc, c'est pas juste une question du transactionnel pur.
On est en train de créer pour la première fois de réels liens. Donc, l'autre message, c'est que les autres Premières Nations qui sont en train de regarder ça se disent peut-être que nous aussi, on devrait s'asseoir pour conclure des ententes. Ouais. Et c'est la seule façon. En 2024, comme dit souvent Michel ou Françoise, c'est une pièce de puzzle qui est incontournable. Tandis qu'il y a 60 ou 70 ans, on disait, on s'en fout. Mais Dimitri, il faut noter aussi que c'est une femme chef qui a dit à M. Lafrenière, moi, je voudrais commencer à discuter avec vous. Je pense que ça mérite d'être souligné aussi. Ouais, en effet, vraiment. Françoise, vous voyez ça comment? Bien, je veux pas être la défaitiste de la gang, là, mais il y a encore des petits points d'interrogation là, dans le dossier. Oui, oui. Je suivais tout ça. J'ai vu le reportage de Véronique Prince. C'est excellent, ça nous donne de l'espoir, c'est positif. Chapeau à Yann Lafrenière, effectivement, qui est pas rentré là avec ses gros sabots. Je suis ministre, qui est allé là pour bien comprendre la communauté et qui fait un travail en coulisses. On n'entend pas beaucoup parler de Yann Lafrenière. Il a l'air efficace et souvent, on n'entend pas parler de ministres qui sont efficaces parce que, justement, ils travaillent puis ils accomplissent des choses. Mais il y a des éléments qui me chatouillent un tout petit peu. Puis je pense qu'ils doivent être un petit peu des avertissements. Je dis pas que c'est représentatif de toute la communauté, ce qu'on a pu entendre ce matin sur nos ondes de certains membres de la communauté. Mais moi, quand on me dit qu'ils étaient même pas au courant, qu'il y avait une entente qui intervenait, ça me fatigue un petit peu. C'est quand même exactement la même chose. Françoise, il y a quelqu'un qui m'écrit pour me dire qu'il représente quand même une bonne partie de la population. Avec, voilà. Et ça, c'est un problème dans mon esprit parce que on parle d'acceptabilité sociale, on parle... la chef a fait un travail extraordinaire, mais peut-être qu'elle aurait dû amener avec elle sa communauté à toutes les étapes parce que ça va être beau, cette belle cérémonie, si elle a lieu, puis qu'on laisse passer le premier ministre. Mais imaginez s'il fallait qu'il y ait une manifestation, je peux pas dire monstre, mais quand même, c'est quand même une communauté de plus de 2000 personnes. Si 2000 personnes se présentent avec les bras croisés en disant on n'embarque pas là-dedans, parce qu'ils comprennent pas justement le saut de 45 millions versus les 700 quelques millions que les avocats dans leur dossier leur faisaient miroiter. Alors, ça, c'est les petits éléments qui me chatouillent un peu. Il va falloir que le premier ministre, parce que c'est une belle nouvelle, c'est une belle façon de finir une semaine et même quelques semaines merdiques un peu. Alors ça, c'est bon dans un cahier de gouvernement de pouvoir dire, hey, on avance avec ça. À deux niveaux, notre relation avec la communauté Innu, mais aussi dans notre développement hydroélectrique. Moi, la visite de M. Furey, petite parenthèse, j'ai comme l'impression que c'était peut-être justement partie des négociations, juste pour lui dire, écoute, tu vas entendre parler de cette entente-là, mais de façon à ce que ça ne parte pas en peur du côté de Terre-Neuve qui se dirait toutes sortes de choses. Alors, il y a moyen d'être à un match de hockey puis de dire... On va avoir cette entente-là, on va pouvoir faire des choses, mais on est encore intéressé parce que je pense pas qu'Hydro-Québec et que le gouvernement du Québec puisse mettre un gros X sur Churchill Falls. Puis vous faites bien de mettre le doigt sur la fragilité de ces ententes de principe-là, jusqu'à ce qu'elles soient signées, évidemment, puis ça doit arriver dans 45 minutes en principe, et de la réaction qu'il peut y avoir dans ces communautés. Jean-François et Dimitri dans l'ordre. Jean-François. Moi, ça me rappelle lorsque Lucien Bouchard avait pris l'avion pour se rendre au Labrador pour signer une entente avec le premier ministre de Terre-Neuvien de l'époque, Brian Tobin. Et M. Tobin avait comme oublié de bien préparer le terrain chez les Inuits de Terre-Neuve. Les Inuits étaient venus empêcher la tenue de la rencontre et la signature de l'entente. Et ça a mis en suspens toutes ces négociations-là pendant des années, alors qu'ils étaient très avancés. Là, écoutez, il y a un problème de respect de l'autonomie des nations autochtones pour dire, on négocie avec vos chefs. Maintenant, c'est à vos chefs de faire en sorte que la population suive. On ne peut pas s'ingérer dans votre processus interne pour vous donner de l'autonomie, mais on aimerait savoir que ça va bien. Il y a une chose entre s'ingérer et être informé.
Alors, donc, effectivement, s'il y a une opposition qui est grande, si le travail d'information n'a pas été fait, ça, les antennes de M. Lafrenière auraient dû le lui dire. Et effectivement, on ne veut pas que dans quelques minutes, on vive ce que M. Bouchard et M. Tobin ont vécu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur la question de Terre-Neuve. Écoutez, l'appétit affiché par le gouvernement et Hydro est tellement gargantuesque qu'il faut additionner tout ce qu'ils peuvent faire sur le territoire québécois, plus la reconstitution de Churchill, plus la création de Gull Island et probablement plus le nucléaire. Et là, la question se pose à ce moment-là, est-ce que l'appétit n'est pas simplement trop gargantuesque? Et est-ce que c'est pas ça qu'il faut regarder? Mais si j'étais le premier ministre de Terre-Neuve, je me disais, il n'y en a pas de problème. J'ai toujours un bout du bâton relativement gros parce que le besoin affiché est là. Dernière note, quand je dis renormaliser les relations, c'est que je m'inscris dans le temps long. C'est-à-dire qu'il y a 3 étapes dans nos relations avec les Autochtones. Il y a la Nouvelle-France, qui était quand même 1 siècle et demi, 2 siècles de cohabitation généralement positive, de traité et de respect mutuel, sauf avec les Iroquois, Ouais, c'est un autre problème, mais généralement, avec la Grande Paix et tout ça, la Grande Paix, même avec les Iroquois. Et ensuite, il y a, depuis la conquête jusqu'à la baie James, cette période d'invisibilisation des nations autochtones sur le territoire, et depuis la baie James, le retour à une tentative de normalisation. C'est pourquoi je dis renormaliser. Dimitri. Jean-François a exprimé une partie de ma pensée, donc je vous passe le micro, Sébastien. OK, très bien. Donc, on verra. En principe, c'est à 13h30, cette cérémonie de signature. Il y a un peu d'eau dans le gaz. On verra comment ça se déroule. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.